Je suis aussi professeur, genre enseignant à deux facs, à l'université de psycho. Je donne le cours de psychoclinique, des cours de psychoclinique pour les masters. Et j'ai développé un track neurosciences pour les entrepreneurs HEC Polytechnique, pour la chaire HEC Polytechnique, euh, pour la Executive Education, comme ils appellent ça. Euh, je suis conférencier, j'écris et j'accompagne ma fille le matin à la crèche. Voilà. Bah, j'ai eu la chance de participer à tes cours quand j'étais en master, donc je ne peux que saluer ton travail. Peut-être pour commencer, pour nous mettre tout de suite dans notre sujet, donc toujours le lien jeunesse, entreprise, transition, j'avais envie de te poser une question plus personnelle. Qui étais-tu quand tu avais 25 ans? Quand j'avais 25 ans, j'étais quelqu'un de paumé. Euh, je suis arrivé en France, donc j'ai grandi au Liban. J'ai fait ma licence et mon DUG au Liban, où j'ai beaucoup erré. Genre, quand je dis je suis docteur en neurosciences et que j'ai un master de psycho, genre j'ai bac plus je sais pas combien, on imagine quelqu'un qui a toujours été très studieux, mais en fait j'étais assez nul à l'école. J'ai à peine passé mon bac. J'ai fait beaucoup d'errances académiques. Je suis allé à la fac, j'ai commencé par faire des études de bio, puis j'ai arrêté la fac, j'ai bossé en 2 ans en tant qu'ingénieur informatique, puisque j'étais un peu geek, donc on m'a recruté dans une boîte. J'ai dit, ok, fuck la fac, je vais aller travailler direct. Puis j'ai compris que le monde fonctionnait pas très très bien comme ça, donc je suis reparti à la fac et j'étais à l'université américaine de Beyrouth. Dans le système américain, c'est pas du tout comme le système français. On peut prendre des matières un peu dans tous les départements. C'est pas genre on s'inscrit dans un diplôme et on prend les cours on choisit. Donc j'ai pris des cours de un peu tout et n'importe quoi, genre comment s'occuper des animaux domestiques, la poterie, machin. Et j'étais relativement nul dans tout, c'est ça qui était assez particulier. Et un jour j'ai pris un cours de psycho. Et j'ai bien aimé ça, j'étais secouriste à l'époque, donc j'aimais bien le contact avec les gens. Les secouristes de la Croix-Rouge au Liban, c'est un peu comme les pompiers ici, donc on fait des secours, c'est juste qu'on fait pas les feux. Euh, vers 23 ans, j'ai débarqué en France parce qu'une amie était venue avant moi et je savais pas quoi faire, j'avais fini ma licence et je savais pas trop quoi faire. On m'a dit, bah, je te postule un dossier pour un master. Je dis, ok, j'ai été pris, je suis venu ici, donc à 25 ans, j'étais à Paris, prétend à genre faire semblant d'aller en cours. Comme quoi, on passe tous par là, hein. Il faut pas faire les lignes du CV telles qu'on était. Pour en venir à l'époque justement et de ton expertise aujourd'hui où tu travailles beaucoup sur le lien justement entre, nos cerveaux et notre perception du travail et la place que ça a dans nos vies. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ta compréhension de l'époque, notamment quand on lit sur la grande démission, sur la démission silencieuse, sur tous ces grands phénomènes, qui sont très à la mode dans les médias? Toi, qu'est-ce que tu lis entre les lignes? Qu'est-ce que tu comprends? Donc moi, j'ai pas mal travaillé sur les modes de travail, que ce soit avec les bosons, ou aussi j'ai contribué à mettre en place une expérimentation avec Welcome to the Jungle sur la semaine des 4 jours, puis sur le télétravail avant Covid, et puis le télétravail pendant Covid, ce qui est très très différent, le télétravail un peu choisi versus le télétravail subi. Euh, et, euh, et donc j'ai pas mal. Quand on fait de la recherche, on commence souvent par faire ce qu'on appelle une revue de la littérature. On essaye de voir qu'est-ce qui a déjà été fait pour ne pas réinventer la roue à chaque fois. Et donc, je me suis posé pas mal de questions sur déjà pourquoi est-ce qu'on travaille 5 jours et pas 6 ou 7 ou 4 ou 3. Et, euh, et est-ce qu'il y a. Souvent, quand on parle de quelque chose, je sais pas, c'est un réflexe peut-être que j'ai développé. euh, Quand on parle d'un truc, que ce soit dans les médias ou même dans des conversations avec des potes ou n'importe où, j'essaye déjà de. Quand on, moi, je travaille sur comment on forme nos opinions. Quand on a un raisonnement, il y a ce qu'on appelle les prémices, puis les arguments, puis la conclusion. Les prémices, c'est où on démarre notre raisonnement. Les arguments, c'est c'est qu'est-ce qui découle des prémices. Et plusieurs arguments convergent vers une opinion, une thèse, quelque chose qu'on essaye de dire. Et donc, quand il y a eu tous ces trucs de les gens ne veulent plus travailler, il y a la grande démission, les gens veulent un sens à leur travail, etc. Je suis allé voir, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment une grande démission? Et effectivement, il y a des secteurs qui ont du mal à recruter, des secteurs où il y a des gens qui démissionnent. Donc la deuxième chose, c'est est-ce que c'est quelque chose de nouveau?
Et pas du tout. Genre, j'ai retrouvé des articles de journaux de 1890, puis de 1912, puis de 1916, puis de 1925. Et c'est quelque part genre cyclique. À chaque fois, c'est les gens ne veulent plus travailler, la jeunesse ne sait plus c'est quoi le dur labeur. Genre j'ai la photo aussi. Si quelqu'un veut la voir, je peux le partager. Prends un moment. C'est assez marrant. C'est les motivations qui changent, mais il y a toujours eu des phases d'abandon un peu du marché du travail, en sachant que le travail est quelque chose d'assez récent. C'est avec la révolution industrielle, en tout cas l'emploi. Le travail a toujours existé, mais l'emploi, c'est une notion récente, de se lever, de s'habiller, d'aller quelque part tous les jours, travailler de 9h à 17h, indépendamment de la charge de travail que j'ai, etc. Faire genre une sorte d'acte de présence pour un bulletin de salaire. Avant, c'était, je sais pas, je dois labourer, je dois faire le pain, etc. Mais il n'y avait pas cette relation institutionnalisée, on va dire, du travail. Donc déjà, avant les années 1830, 1840, on n'a pas vraiment de point de comparaison, parce que ça n'existait pas vraiment. Euh, et souvent, ça coïncide avec des explications très légitimes et qui n'ont rien à voir avec la flemmardise où j'ai pas envie de travailler. Euh, Par exemple, aujourd'hui, on voit cette grande démission ou la difficulté de recruter dans deux secteurs, soit des secteurs qui sont relativement mal payés, genre l'ORECA, l'hôtellerie, la restauration, soit dans les secteurs qui sont très très bien payés, mais qui ont des horaires de travail de dingue, genre les gros cabinets de conseil, etc. Et c'est pas si absurde que ça. Avec Covid, on a fait tous une sorte de frein où on a pu se poser pas mal de questions. Et donc, si moi, je sais pas, j'étais serveur dans un resto, euh, je travaille le week-end, je vois pas mes potes sortent, et moi je dois aller au taf, etc., etc. Et à la fin du mois, je suis en train d'être payé le SMIC, voire parfois moins, voire parfois un peu plus. Et je vois que j'ai pu vivre, genre pendant la pandémie, relativement bien en faisant des petits trucs, soit sur Internet, ou en faisant des petites bricoles, ou en travaillant un peu à un rythme beaucoup moins soutenu, pour au final, de la même somme d'argent. Ben, j'ai pas envie d'aller travailler, et surtout que notre cerveau fonctionne de manière qu'on appelle comparative. Mmh. C'est l'impression qu'il y a quelque chose, Oui, bien euh, sûr. il y a quelque chose qui sonne dans mon oreille. Pardon, je sais pas, il y a eu un son qui est sorti. Euh, euh, donc, c'est devenu intenable, la dissonance, on appelle ça une dissonance, entre pourquoi est-ce que je suis en train d'être payé euh, une fraction infinitésimale de combien je vois que je suis en train de faire rentrer d'argent, que ce soit dans les hôtels, dans les restos, etc., etc. Donc ça, c'est un côté du spectre. Et l'autre côté du spectre, c'est des boulots comme, euh, genre, encore une fois, les cabinets de conseil, etc., qui payent très, très bien, genre, qui sont dans les top 0,1% des salaires, mais qui nécessitent un engagement de la personne où elle a quasiment plus de vie. Genre, c'est on voit les collègues qui font des burn-out, qui font mal, qui bossent les samedis, les dimanches, je dois répondre à des mails. Et aussi, il y a ce côté comparatif où aussi l'argent que je suis en train de faire rentrer, c'est des contrats à des milliards parfois, à des États, à des gouvernements, etc., etc. Et je me dis, en fait, j'ai des offres de travail qui viennent d'ailleurs, qui font plus sens. Et là, on revient à cette notion de sens qui est importante, mais qui n'est pas genre l'alpha et l'oméga non plus, qui ont plus de sens, qui vont me permettre de libérer plus de temps. Souvent, c'est des personnes qui commencent à fonder une famille. Je vais pouvoir voir mes enfants, aider à la maison, etc., etc. Et je sais pas, au lieu de gagner 10 000 € par mois, je vais peut-être en gagner 6 000, 7 000. Donc ma qualité de vie n'est pas vraiment impactée. Mais je vais bosser dans une entreprise à taille humaine, alignée à mes valeurs, etc. Et donc il ne faut pas confondre les deux, les personnes qui vraiment, pour des raisons matérielles euh, et de sens, n'ont plus envie, en fait, n'ont plus envie d'accepter de travailler pour n'importe quelle condition, et les personnes qui veulent libérer du temps et qui ont le choix, le loisir. Et évidemment, là, quand on parle de grosses démissions et tout ça, on parle d'un- d'un sous-groupe très particulier de personnes qui peuvent se le permettre. Parce qu'il y a encore la majorité des gens qui, malheureusement, s'ils trouvent un taf, doivent le prendre et non pas. Et souvent, on ne parle pas d'eux, mais on est vraiment en train de parler dans des grandes villes, de personnes qui ont le choix euh, de faire ça. Euh, et la majorité des gens ne sont pas dans ce cas-là. Donc, quand on parle de grandes démissions, c'est pas si grande que ça. Mmh.
Pardon, je vais Et juste et ramener un mouchoir. bien sûr, vas-y. Il fait très froid. Hem, et toi qui as beaucoup travaillé sur ces expérimentations sur les conditions de travail, l'environnement de travail, les modes de travail, sur, l'impact que ça peut avoir, sur le temps de travail, y compris, comme tu mentionnais, la semaine de 4 jours. Qu'est-ce que, c'est quoi ton opinion sur le sujet? Qu'est-ce que ça, peut permettre, notamment pour des employeurs, pour être plus attractifs, pour, recruter, pour faire face à cette quête de sens ou cette remise en question ou ce «j'en ai marre» ou «à quoi bon», un petit peu ambiant, pour ceux, encore une fois, qui peuvent se le permettre. Ce serait quoi ton avis un peu sur ces expérimentations-là, sur ces tentatives pour, des employeurs comme on en a ici, qui se posent la question de, comment, se «mettre au goût de l'époque» entre guillemets ou comment attirer, recruter, fidéliser, au mieux et respecter, ses employés? Hem, alors il y a plusieurs choses qui ressortent. Heu, évidemment qu'on peut expérimenter dans le monde du travail, mais il faut que ça soit adapté au contexte. Genre il y a quelques années, là aussi il y a comme des vagues de mode. Il y a quelques années, on a eu la vague de mode de l'entreprise libérée. Genre tout le monde voulait libérer leurs entreprises. Heu, puis on a eu le télétravail, puis maintenant c'est la semaine de 4 jours et cetera. L'important c'est que ça soit adapté, le flex office et cetera, que ce soit adapté au métier. On peut pas venir juste comme ça, se dire: «On va mettre le même format», indépendamment de si je suis une entreprise qui fait, je sais pas, des plats préparés, une entreprise qui fait du design graphique et une entreprise, qui a des bureaux de coworking. Heu, la deuxième chose à savoir, c'est que quand on parle de la semaine de 4 jours, il y a plusieurs façons de faire, et moi, les expérimentations sur lesquelles j'ai travaillé, c'est parce qu'il y a la semaine de 4 jours où on est payé 4/5, donc c'est plus une semaine de 4 jours, c'est du 4/5. Heu, il y a la semaine de 4 jours et des gens pensent que la boîte va être ouverte 4 jours sur 5 et c'est pas du tout ça, la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours pour les clients, ça doit être complètement invisible. C'est-à-dire les gens qui viennent bosser, avec si moi j'ai une boîte à 2 semaines de 4 jours, pour les gens qui viennent bosser avec moi, eux, ils savent pas la différence. Tout se passe en interne. Donc les gens bossent 4 jours, la boîte est ouverte 5 jours et je conserve 100 de mon salaire. Ça, c'est quelque chose qui est important et c'est en train de marcher. Il y a maintenant de plus en plus même parfois de villes qui font des tests dessus et on remarque ce qu'on a toujours quelque part su, que pour une grande partie des entreprises, encore une fois, quand c'est adapté, on peut très bien s'en sortir. Tout comme il y a plein d'entreprises qui fonctionnent depuis longtemps, on peut penser genre aux cheminots et cetera, qui travaillent dans d'autres rythmes de travail, sans qu'on en fasse, genre un sujet de société, les Mmh. 3-8, et cetera et cetera. Hem, la deuxième chose, je pense c'est un réflexe que plus d'entreprises devraient développer, c'est que quand il y a des signaux comme ça de la population, au lieu de tout le temps essayer de les comprendre, de se dire: «Peut-être que nous, on devrait penser à peut-être que ça vient de nous». On a souvent tendance, je sais pas, je suis souvent invité à des séminaires, comment augmenter le sentiment d'appartenance chez, l'employé, je sais pas, parfois dans le gouvernement même, pourquoi est-ce que le peuple est en défiance et cetera. Mais à un moment, il faut penser le sujet pas juste de ce qu'on appelle bottom up, c'est-à-dire du peuple vers la hiérarchie, mais top down, la hiérarchie vers le peuple, ou vers les employés ou et cetera. Par exemple, plein de boîtes disent: «Ah, on a du mal à recruter et cetera, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on doit, je sais pas, améliorer la cantine, machin?» Et parfois, c'est des choses très basiques, mais qu'on ne veut pas vraiment se l'admettre, genre payer plus, par exemple. Heu, c'est comme si le salaire était un levier que personne ne veut jamais activer. Mais si moi j'ai un resto et je suis en train de proposer, le SMIC et j'arrive pas à recruter des serveurs, au lieu de me demander: «Bah, est-ce que je les fais passer en semaine de 4 jours? Est-ce que je fais du flex office?» machin. C'est pas du tout adapté pour le resto, mais c'est juste pour l'absurdité de la situation. Si j'augmente le salaire, je vais avoir plus de gens qui bossent et du coup, l'argent, c'est malheureusement ce qu'on appelle un jeu à somme nulle. C'est-à-dire si je prends de quelque part, je dois donner quelque part et on revient à cette notion de comment est-ce qu'on est en train de distribuer, la récompense matérielle, Mmh. parce que le danger, c'est un peu le sense washing, c'est-à-dire de dire: «Ah, je vais injecter du sens» et donc c'est tout. Les gens veulent genre, si moi je vais si je sais pas, je veux aller acheter, je sais pas, des couches à ma fille, je peux pas aller à la pharmacie et dire: «Je vous paye en sens au travail», quoi. Et c'est comme si on veut occulter la dimension matérielle du problème. Qu'aujourd'hui, parce que notre cerveau est comparatif, on voit qu'il y a des gens qui sont en train de faire
par jour le salaire que moi je vais avoir en 3 ans, et qu'il y a cette incohérence systémique qui est beaucoup plus mise en avant parce que l'information circule beaucoup plus, parce que Internet, parce que, et ça commence à devenir inacceptable un peu. Euh, de se dire genre pourquoi? Et on ne dit pas, je sais pas, à un PDG, en fait, on va pas te donner de dividendes, on va t'arranger la lumière dans ton bureau. On demande juste ça aux autres. On- Tu peux pas genre prendre plus de vacances, mais on va te mettre des cours de yoga. Prouve que tu appartiens vraiment à la boîte et que tu as un sentiment d'appartenance. C'est des choses qu'on pense juste top-down et jamais bottom-up. Et je pense que et ces expérimentations qui ont même été faites avec d'autres primates, genre on a fait avec des singes, de leur demander de faire une même tâche et de leur payer 2 salaires différents. Et le singe qui est payé moins pour une même tâche, il commence à taper sur sa cage, à jeter la bouffe sur l'expérimentateur, l'expérimentatrice, etc., etc. Vous pouvez taper genre Monkeys Reject Unequal Pay sur YouTube et vous pouvez voir la vidéo. C'est assez marrant parce que je veux pas qu'on croie que je suis en train de faire genre une sorte d'idéologie politique, de je sais pas quoi. Évidemment que j'ai mon idéologie politique comme tout le monde, mais il y a aussi des faits, c'est qu'on ne supporte pas très bien les incohérences systémiques quand elles ne sont pas justifiées ou justifiables. Et pendant très longtemps, c'était justifié par le fait de si on a du travail, ben on le prend. Et ce récit justificateur, aujourd'hui, s'essouffle. On se dit genre non, non. Je préfère rester chez moi, faire des petits boulots, je sais pas, ouvrir une page Instagram parce que je sais faire je sais pas, des broches et vendre quelques broches et avoir plus de temps pour moi que d'aller bosser où je vois que on me dit ah il faut que tu restes une demi-heure en plus et si je pars une demi-heure plus tôt c'est il faut pas et qu'on me chipote sur 50 euros d'augmentation chaque je sais pas combien de temps alors que je vois que une personne qui est à 2 échelons supérieurs à moi est en train de faire 15 fois mon salaire. Et je dis pas qu'il faut que tout le monde soit payé de la même manière, mais je pense que ce serait intéressant de faire des recherches, de voir quand on appelle ça en science le spread, genre quand est-ce que l'écart devient inacceptable. Parce qu'il y a une différence entre il faut que tout le monde soit payé pareil et on s'en fout des inégalités intra- et intersystémiques qui existent, qu'il y ait des personnes qui gagnent 1 000 euros et d'autres qui en gagnent 1 million, et qu'il y ait des personnes qui gagnent 1 000 euros et d'autres qui en gagnent 20 000. C'est pas la même chose pour la cohérence systémique. Je Mmh. pense que l'écart, encore une fois, parce que parfois on compare même avec d'autres pays, etc., devint de moins en moins acceptable. Et à un moment, il faut qu'on parle de la distribution. C'est même pas des richesses, la distribution des récompenses du labeur de tout le monde dans une boîte. Et comment est-ce que c'est en train de marcher? Et pour ma dernière question, comme ça on laissera un peu de temps aux questions du public. Je voulais te parler justement de jeunes et tu me disais que c'était des mythes qu'on aimait se raconter, en tout cas de ces jeunes fainéants terribles, etc. Et comme toi, j'utilise des citations à travers les époques pour faire la Mmh. démonstration de qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Néanmoins, toi, qu'est-ce que être jeune, en fait, on en a parlé ensemble, mais être jeune, c'est pas qu'une question d'âge. Être jeune, ça peut être aussi une posture, un état d'esprit, une méthodologie, une sorte de regard de première fois, en fait, comme tu découvres les choses au fur et à mesure. Dans ce rapport à la jeunesse d'employeur, comme tu en rencontres beaucoup, qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu comprends de cette façon de se regarder les uns les autres, de cette fracture soi-disant qui existe entre générations et en fait, est-ce que c'est un levier aussi dans la diversité de rencontres? Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans nos cerveaux, dans cette façon qu'on a de regarder l'autre, et en l'occurrence le plus jeune en entreprise, et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact positif ou négatif? Alors, il y a plusieurs choses qui sont un peu différentes aujourd'hui par rapport à avant. C'est qu'aujourd'hui, plus qu'avant, on a parfois des jeunes qui sont des chefs. Euh, et ça, c'était beaucoup plus rare avant. Et donc, avant, jeune, c'était jeune en âge, c'est automatiquement jeune en position. Et je pense qu'on ne parle pas aussi assez de ça. Des jeunes qui ont, je sais pas, disons 30 ans, et qui sont le patron d'une personne qui en a 40, 50, parfois 60. Déjà ça, c'est... Et on voit la différence de la posture intellectuelle
où parfois des jeunes vont se calquer à des postures plus vieilles, juste de par leur position hiérarchique. Et parfois, ça peut avoir des cas assez marrants, et parfois assez dramatiques. Sinon, sur des jeunes, ça veut dire quoi être jeune quand c'est biologique? Parce que oui, on peut être jeune dans sa tête, jeune dans son âme, mais il y a aussi la jeunesse biologique qui a un facteur important, pas à cause de la biologie en tant que telle, mais parce que, comme tu disais, il y a un regard nouveau. C'est-à-dire, moi, j'ai grandi dans un monde qui est automatiquement différent de quelqu'un qui est plus jeune que moi. Et donc, il y a des choses que moi, j'accepte parce que je suis né dedans et que je vais essayer de changer. Et si je réussis, la personne qui vient derrière moi va naître dans un monde encore différent. Donc, c'est de là et notre cerveau fonctionne beaucoup avec ce qu'on appelle des modèles mentaux. On crée des sortes de règles dans notre tête sur comment le monde devrait fonctionner parce que ça nous permet de rendre le monde prévisible et puis de pouvoir agir. Parce qu'au final, c'est ça le but du cerveau, c'est d'agir. Euh, donc, quand on commence notre raisonnement là, parce que je suis né dans ce monde, et puis il y a une autre personne qui commence son raisonnement là, évidemment, par moment, on va pas avoir les mêmes lectures, parce qu'on n'a pas les mêmes a priori. Les a priori sont une notion très importante euh, en neurosciences. Euh, je pense que ce qui serait pas mal, c'est que on essaye de voir de s'enrichir dans le sens où, au lieu de se dire juste c'est de la jeunesse, se dire par exemple c'est un nouveau regard et de voir qu'est-ce que ça donne, comment est-ce que je penserais différemment les choses quand j'ai pas tous ces a priori, Mmh. juste par le facteur temps. Euh, je pense que c'est une idée importante à garder en tête, c'est qu'on ne part pas des mêmes a priori. Et quelque part, c'est aussi ça, être jeune, c'est avoir moins de bagages et donc plus de capacité à avoir des points de vue plus frais que Pardon. quand j'ai déjà... Ouais. Mécaniquement, c'est un effet quasi mécanique, en fait. Et dans la relation à l'autre, pour, justement aller au bout du raisonnement et passer à l'action, tu vois? Pour se dé Une fois que j'ai conscience de ça, après il y a la question de comment j'interagis avec, Ouais. l'autre. C'est là où c'est la responsabilité des plus vieux de créer un environnement où l'interaction est possible. Et de Mmh. ne pas juste genre balayer d'un revers de la main en se disant ah ouais, ils sont jeunes, donc automatiquement ils savent moins. Parfois, savoir moins, c'est pas une si mauvaise chose. Mmh. J'aime bien cette potentielle conclusion. J'en profite comme je sais qu'en plus toi tu dois partir à 10 heures et je pense que c'est le cas de tout le monde, pour laisser, le la place à l'échange justement, créer cet espace, possible pour, bousculer, interpeller, ou, remercier Albert, pour ses points. Vous l'avez vu, on a évoqué pas mal de sujets différents, mais tout en commençant simplement, à les creuser. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à lever la main, prendre le micro et la poser. Moi, j'en ai encore plein, mais c'est pas le but de faire cet échange monologue entre lui et moi. Donc n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un a une question? Vous pouvez la mettre dans le chat aussi si vous êtes dans un environnement bruyant. C'est le début du matin. Bon, alors On a si encore je Moi, peux. de... j'avais une question. Ah, vous Ah pouvez bah, ouvrir j'en ai le. 2, parfait. Vas-y Lucile et ensuite, je te laisse la parole, Jimmy. Donc j'avais une petite question. Effectivement, tu disais il y a un effet presque mécanique du fait de naître dans une autre génération et donc d'arriver avec d'autres acquis et d'autres préjugés ou stéréotypes, etc. Et, euh, et d'après toi, comment est-ce qu'on peut faire justement en sachant qu'on part de nos acquis et de nos générations différentes pour arriver à comprendre ou à partager finalement des idées qui du coup pour une génération sont évidentes et pour l'autre sont quasiment invisibles. Euh, en fait, notre langage est un outil très limitant. C'est-à-dire maintenant, comment on présente les choses, aussi bien vous que moi, c'est comme s'il y a on appelle ça la solution catégorielle pour la problématique dimensionnelle. Ça a l'air d'être quelque chose de très compliqué, mais
En fait, la réalité est un continuum. C'est un peu comme un volume d'une autoradio. Je peux monter genre 1%, 2%, 3%, un peu comme le spectre de lumière. Genre, le spectre de lumière, c'est continu des couleurs. Mais pour rendre le monde opérationnel, accessible, on va catégoriser. On va découper ces continuums en catégories pour pouvoir les décrire. Donc, je vais dire le rouge, le bleu, le vert, le jaune, etc. Alors qu'il n'y a pas un endroit où le rouge devient l'orange. C'est arbitraire. J'ai décidé que là, s'arrête le rouge, là, démarre l'orange, là, pour que je puisse dire, ah, il est cool ton pull jaune. On fait la même chose aussi dans nos vies, par exemple, je sais pas, 17 ans et 364 jours, pas le droit de conduire. Tu te couches, tu te réveilles, tada, tu as le super pouvoir de prendre un truc qui fait 3 tonnes et d'aller dans la nature. Alors que on n'a rien acquis de magique pendant cette nuit. Genre à minuit, il n'y a pas genre une sorte de fée qui vient et qui télécharge dans mon cerveau la capacité de conduire. Mais sinon, comment est-ce qu'on fait? On appelle ça des cut-offs. Et comme on est en train de parler, nous, de ce sujet des yeux frais et tout ça, c'est comme s'il y a des cut-offs. C'est-à-dire, il y a une génération qui a une certaine vue, cut-off, il y a une autre génération qui a une autre vue et qui viennent, genre, se faire boum, boum, boum sur la tête. Mais en fait, il y a tous les jours des gens qui naissent. Et donc, ces a priori qui sont en train de changer sont, on appelle ça discret. C'est un mot technique, genre une variable discrète. C'est pas discret dans le sens là, je suis au cachet, c'est continuel. Et du coup, par moment, il y a des sortes de, on appelle ça des tipping points, de points de bascule, où un sujet va basculer. On peut penser, je sais pas, droit de vote des femmes, euh, d'arrêter de faire de la thérapie pour les homosexuels, etc., etc., etc. Et aussi au travail, de pouvoir gagner un jour en plus, de ne plus travailler 7 jours, mais 6 jours, mais peut-être 5 jours, mais peut-être 4 jours, etc. Et ces tipping points sont vraiment genre, c'est juste quand ça apparaît, mais en fait, c'est tout le temps en trame de fond, où chaque jour, il y a des enfants qui vont naître et qui vont changer quelque chose de manière très imperceptible. On appelle ça la cécité au changement progressif, c'est qu'on n'est pas capable de voir des changements qui se font de manière très très lente. Ouais, c'est pour ça que je ne me vois pas vieillir. Mais un jour, je me regarde dans le miroir et je me dis, putain, mon gros, tu as pris un coup de vieux. Alors que c'est pas le jour où je l'ai vu que ça a eu lieu. Et donc, c'est pour ça que ces périodiques, ces manchettes de journaux qu'on trouve qui disent, ah, on ne veut plus travailler, on ne veut plus ça. Et donc, il faut garder en tête, c'est des changements très lents. Et donc, ne pas rentrer dans le piège de ce truc brutal. Ça arrive, les changements brutaux, mais c'est souvent plus dû à des évolutions techniques, comme par exemple Internet, les réseaux sociaux, les voitures, les trains, l'électricité, etc., que à des césures cognitives. Genre, un groupe de jeunes débarque et trouve une horde de vieux et ils ont deux positions radicales. Et donc, c'est important de garder en tête ce changement plus discret et donc de se dire qu'on est tous sur ce continuum, sur les différents sujets. Et ça dépend de l'écart que j'ai pour voir comment. Et donc, il y a aussi des gens, donc quand on pense, c'est là où je voulais en arriver, quand on pense à cette notion de continuum, il y a des gens qui peuvent être un peu parfois le pont, une sorte d'interprète Mm. entre deux personnes sur le continuum qui sont trop loin. On ne parle pas aussi de ces générations ou de ces personnes qui font le lien pour qu'on puisse donner accès à la vision, de la compréhension du monde. Je sais pas, peut-être qu'il y a une génération dont c'est le rôle d'être je sais pas, si j'utilise des mots galvaudés et caricaturaux, je sais pas, entre les woke et les boomers, quoi. Mais il y a une sorte de continuité qu'il faut garder en tête et ne pas voir ça comme genre la guerre des... Ça n'existe pas, la guerre des générations. C'est juste quand on est en train de faire des catégories très grossières et de regarder le sujet qui oppose. Alors qu'il y a tous les autres sujets qui sont encore stabilisés, qui ne sont pas en train de changer. Créer du commun. Et en effet, l'interprétation est clé. Jimmy, tu avais une question aussi? Ah, le micro est coupé. Oui, pardon. C'était plus une remarque et un remerciement parce que j'ai trouvé les propos d'Albert très inspirants. Il en parle inconvaincu quand il me prend des tas d'exemples bien imagés, et en particulier celui qui me, je dirais, qui me concerne au quotidien, c'est cette nécessité d'intégrer nos jeunes talents
comme étant, comme il a dit, hein, si je reprends les mots, les regards nouveaux, mais moi je les intègre comme une nouvelle richesse dont l'entreprise a besoin. Et globalement, on parle d'entreprise, mais on peut aussi l'intégrer à l'image du sport, où ce renouvellement avec ce nouveau regard, cette fraîcheur dans la, que ce soit la performance, que ce soit le plus qui est apporté à l'ensemble des autres générations, ben, il faut véritablement que tout le monde en soit convaincu, y compris les jeunes qui parfois euh, hésitent à prendre leur place. Et en fait, on en a besoin. Et donc moi, ce que je voudrais relayer par rapport à tout ce qui a été dit, que je partage entièrement, c'est véritablement essayer en les intégrant, de faciliter leur intégration pour qu'ils puissent justement apporter leur pleine mesure dans les changements qui nous font du bien à tous. Voilà. Merci beaucoup. Ça me donne envie de te poser une autre question sur cette notion de la valorisation, mais comme tu disais, où c'est assez arbitraire, tu vois, dans l'ancienne, enfin, historiquement, l'ancienneté, l'expérience fait la valorisation. Moi, je suis en train de terminer une étude qu'on publie le 15 février, donc la semaine prochaine, sur le lien entre jeunesse et pouvoir en entreprise. Donc, tu vois, en regardant tout ce qui est shadowboard, comité jeunesse, impliquer des jeunes pour essayer de soit rencontrer le pouvoir existant, soit avoir un peu plus de force de frappe et d'action possible dans leur périmètre. Mais ça pose la question un petit peu de la valorisation et de, en fait, qu'est-ce qui définit la valeur. Et tu parlais de reconnaissance tout à l'heure, notamment de conditions, etc. Comment on définit la valeur à son juste titre, là où l'ancienneté, au sens d'année, n'a beaucoup moins de cohérence aujourd'hui, notamment avec des compétences de plus en plus obsolètes, etc. Donc, je serais curieuse pour aller jusqu'au bout de cette réflexion, d'avoir ton avis sur comment on valorise en fait un talent quand on enlève le prisme de l'ancienneté. Déjà, historiquement aussi, on gagne plus au fur et à mesure qu'on avance dans l'expérience, pas juste pour l'expérience, mais aussi parce que on a besoin de plus en plus d'argent. C'est pour des raisons pratiques, genre j'ai évidemment besoin de moins d'argent quand j'ai 23 ans que quand j'en ai 40, parce que j'ai probablement des enfants, j'ai probablement, etc., etc. Et puis on a envie d'évoluer dans la vie. Je pense qu'il y a toujours eu cette notion d'évolution. Genre si on commence à payer très cher à 25 ans, comment est-ce qu'on évolue, on stagne? Et je pense que c'est de la psychologie naïve, que ça ne tient pas vraiment debout. Mais comment on peut valoriser? Je veux pas qu'on pense que pour moi la seule valorisation se fait par le salaire. Évidemment que le salaire est important et si on peut payer plus, tant mieux. Mais on peut valoriser aussi, euh, comme a été précisé dans la remarque d'avant, c'est-à-dire en ne balayant pas de sa main de nouvelles propositions, en ne prenant pas mal, parce que souvent on va sentir que c'est comme un challenge à mon autorité. S'il y a une personne plus jeune qui elle me dit ce serait plus facile de faire ça comme ça, de pas dire genre non, tu vas pas m'enseigner mon taf, ça fait 20 ans que je le fais. Au contraire, si ça fait 20 ans que tu le fais, c'est là où il faut que tu m'écoutes, parce que peut-être que on a une nouvelle manière qui s'est développée entre-temps. Genre moi, si ça fait 20 ans que je fais de la psycho de la même manière, faudrait vraiment, vraiment, vraiment que j'arrête peut-être. Parce que si en 20 ans, on n'a rien découvert de nouveau sur comment faire de la thérapie, c'est que soit que le domaine va très très mal et peut-être qu'il faudrait que je revienne à la recherche, soit que moi, je suis pas vraiment en train de mettre à jour mes choses. Le sport est un très bon exemple. Genre, par exemple, la majorité des innovations qui se font en sport se font par des personnes qui ont le regard frais, et soudainement, tout le monde arrive à le faire. Par exemple, si on prend l'exemple du skate, pendant longtemps, je faisais du skate, donc j'aimais bien. Le skate, pendant genre 10, 15, 20 ans, on n'a pas bougé d'un millimètre. Et puis, il y a un mec, un jeune, qui a fait le premier saut, on appelle ça un ollie, qui a fait le premier ollie. Et en un an, genre, un champ des possibles s'est ouvert, genre, partout aux États-Unis. Donc, c'était pas une capacité physique que la personne qui a fait le premier ollie avait. C'était plus genre une expérimentation. Et puis, il avait fait le premier kickflip, etc., etc. De pouvoir faire avant, on faisait du skate à sol, au sol, quoi. Les gens faisaient des compètes en faisant genre des tours sur eux-mêmes, en essayant de tenir sur deux roues le plus longtemps. Et quelqu'un a fait tout.
et ça a changé tout le monde. Et si on prend cette métaphore au monde de l'entreprise, c'est comme si quelqu'un vient faire toutouk, me dit non, 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 genre nous, on sait comment faire, on fait depuis toujours. Pourquoi tu viens faire toutouk? Mais ce toutouk peut au contraire être un atout énorme pour la boîte. Et c'est pas par hasard que souvent, dans le monde, en tout cas dans le monde dans lequel on vit, qui est beaucoup plus digitalisé, etc., les plus grosses entreprises, genre Google, genre les fameux GAFAM, machin, machin, c'est des jeunes qui les ont ouverts. Alors là, ils sont plus vieux, mais c'est pas des entreprises historiques qui ont avancé depuis la révolution industrielle, et ça a été une vraie crise. Après, là, c'est vraiment associé à un changement de médium technologique. Mais pourquoi est-ce que dans ce médium technologique, je sais pas, Kodak, par exemple, si on prend l'exemple de Kodak, Kodak, ils ont inventé le premier capteur digital de photos, et ils ont quand même fait faillite parce que ils se disaient, ah, ce truc, la photographie digitale, alors qu'eux, ils l'ont inventé, hein. Ouais, ça n'a jamais marché, pchit, pchit, machin, machin. Et avant, on disait même pas appareil photo, on disait un Kodak. Personne n'aurait jamais pu imaginer que c'est parce que ils ont sous-estimé les nouvelles habitudes. On peut penser à à BlackBerry, beaucoup plus récemment, qui donnait vraiment le marché téléphonique des entreprises. Ils ont dit non, mais les smartphones, genre avoir un App Store, machin, c'est juste pour les enfants qui veulent jouer à genre Candy Crush. Il n'y avait pas Candy Crush à l'époque, mais il y avait l'équivalent. Euh, donc, ils n'ont pas fait d'écran tactile, ils n'ont pas fait d'App Store, ils n'ont rien fait. Ils ont dit non, nous, nos clients, ils veulent des claviers, ils sont sérieux. Ils ont raté, ils ont loupé le virage. Donc, c'est important aussi pour des raisons de survie de la boîte, quoi. Pas juste pour des raisons de posture morale et digne. Et je pense pour clôturer ce moment ensemble, comme je sais qu'il est original dans le mauvais sens du terme parce que c'est plus rare, mais j'aimerais bien que tu me racontes comment toi tu travailles. Pareil, comme tu peux le voir, je suis en train de voir monter. Là, dans 5 minutes, je dois partir sur une autre fenêtre, faire une conférence. J'ai une conférence pour L214, une association qui milite pour le droit pour l'antispéciste. Et je respecte leur combat. Mais sinon, je travaille selon les jours, en fait. J'ai un jour où je donne mes cours à la fac, un jour où je fais mes consultes, et puis 3 jours où, selon, soit je fais des interventions comme ça, je peux faire des confs, je peux écrire, je peux passer du temps avec ma fille, ne pas l'emmener à la crèche et je lui dire aujourd'hui on fait l'école buissonnière, c'est terrible. Elle a même pas 2 ans et dès maintenant on l'a mis sur les rides du 9h à 17h. Du coup, j'essaye autant que je peux de lui dire non, on n'y va pas aujourd'hui, alors que la crèche, ils n'aiment pas du tout ça. Ils disent non, il faut qu'elle y vienne tout le temps pour qu'elle s'habitue, pour qu'elle s'adapte. Elle a commencé il n'y a même pas 1 mois à la crèche. Du coup, ça dépend. Mais aussi, je suis très très conscient que c'est un privilège, que je peux me le permettre, alors que pendant très très longtemps, je ne l'avais pas. Et donc, je sais que ce serait complètement déconnecté de dire et tout le monde pourrait faire comme moi. C'est pas vrai. C'est juste que j'ai eu de la chance de pouvoir trouver ce système. C'est ça. Génial. Bah, écoute, merci Albert. Je te laisse quelques minutes pour te détendre les jambes entre 2 réunions. On le sous-estime. Merci. Merci à vous tous d'être Merci venus beaucoup. malgré le Et retard. désolé pour le retard. Merci beaucoup, c'était top. Merci. beaucoup, au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Albert. Ciao. Ciao.